Transformation digitale, c'est un thème qu'on utilise partout aujourd'hui. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, parce que ça peut très bien signifier les différents moyens de communication, de vente, que ce soit avec le mobile, avec la structure, mais aussi ça peut être aussi tous les changements internes qu'on a dans des structures, comment utiliser le digital, comment utiliser ces nouvelles technologies. Quelle vision? De quoi vous allez parler dans cette présentation? On va justement parler de ça. On va justement essayer de préciser ce que nous on entend par transformation digitale. Alors certes, je ne vais pas tout spoiler non plus maintenant, mais c'est vrai que c'est un mot qui est très utilisé, en tout cas une expression qui est très utilisée aujourd'hui. Et le but, nous, c'est vraiment de lui donner un cadre ici précis. Donc on ne s'échappera pas. ça sera quelque chose de concret. Voilà. La transformation digitale, souvent on en fait toute une histoire et on se dit c'est que de l'informatique. C'est tout le contraire en fait à la base. La transformation digitale, c'est justement c'est le digit, c'est le doigt, c'est l'humain, et c'est comment vous allez faire pour que votre entreprise passe d'une économie de produits à une économie de clients et devenir customer centric. Ça c'est un beau terme aussi qu'on utilise. Aujourd'hui, on est dans une économie où on a plein de produits et puis en face, on a plein de clients et on ne fait pas rencontrer le client au produit. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié. En 1887, Boucicaut a créé le bon marché et il s'est dit, tiens, je vais mettre sur un même espace des produits pour pouvoir les présenter au maximum de clients. Donc c'était vraiment les prémices de la transformation du commerce à cette époque-là. Mais il l'a pas fait en disant je vais prendre tous les pots de yaourt et puis le client va choisir. Non, non. Il a fait exactement ce que le bon marché fait encore aujourd'hui. Il choisit des produits qui correspondent aux besoins de ses clients. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié. Et quand on parle de transformation digitale de l'entreprise, on va revenir et on va le voir justement sur ce fondamental, c'est le bon produit pour le bon client et ne pas faire du produit pour faire du produit. C'est très intéressant ce que tu as dit au niveau de l'humain, parce qu'on voit pas mal de structures, ils parlent de transformation digitale, donc ils ont des départements marketing qui commencent à mettre sur mobile ou autre, mais sans se préoccuper aussi de la réflexion du digital, comment le considérer, que ce soit au niveau humain, et aussi de l'agilité qu'il faut, que ce soit sur les compétences et sur l'évolution des technologies. Ça, oui, c'est clair. Justement là-dessus, on abordera cette partie de fameuse agilité et comment est-ce que pour nous ça implique en termes de manière de travailler. Donc ça c'est effectivement un élément qui sera également abordé. Okay. Je pense que tous les arrivants sont là, donc je vais vous laisser commencer, messieurs. Très bien, merci. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Moi je m'appelle Adrien Caillot-Palaillé, je suis directeur commercial de Solusquare au bureau de Paris et je suis accompagné de Benoît Fazillot, président et fondateur de Solusquare. Donc avant de démarrer rapidement, Solusquare c'est une plateforme de commerce digital qui a pour vocation de vous permettre de vous concentrer sur la compréhension et le besoin de vos clients et votre commerce. Nous sommes issus du moule e-commerçant, mais aujourd'hui on ne parle plus de e-commerce chez nous, on parle non plus de commerce, on parle de commerce digital, on verra pourquoi derrière. Voilà, donc aujourd'hui Solusquare a collaboré et collabore avec de nombreux grands comptes, dont la marque de montre Icewatch belge, le groupe Armentieri, des marques comme Bonobo, Morgan, Cache-Cache, ou Xerox sur plus d'une trentaine de pays en Europe. Solusquare, c'est 100% made in France. Nos équipes de dev sont à Sophia Antipolis et notre infrastructure est totalement hébergée en France. Voilà. Donc aujourd'hui, le thème, c'est la transformation digitale de l'entreprise pour une vision client à 360. Et on va voir comment est-ce que justement on va pouvoir développer cet aspect-là au travers de 3 éléments qui sont pour nous clés. L'expérience client, premièrement. Deuxièmement, comment aborder justement cette transformation digitale, comme on l'évoquait tout à l'heure dans l'entreprise. Et enfin, en pratique, concrètement, qu'est-ce que ça implique? Voilà, donc
un petit peu d'histoire avant. Pour nous, la transformation digitale, ça va de bouleversement en bouleversement, puisque au départ, le commerce, c'était du troc. C'est avec l'apparition de la monnaie devenu ce que nous connaissons aujourd'hui, mais avec une progression finalement assez lente. Et à l'issue de l'après-guerre, on a connu, avec l'urbanisation, l'exode rural, cette fameuse consommation de masse qui a ouvert au client un panel de produits très important et il lui permet de changer complètement son rapport au produit et notamment de devenir beaucoup plus exigeant par rapport à ça. Sauf que cette révolution a également aussi connu sa révolution avec le e-commerce que l'on connaît aujourd'hui. Et quand on voit le e-commerce aujourd'hui, finalement, on a l'impression que c'est un peu, ni plus ni moins que la transposition de ce que l'on a de manière physique dans le monde virtuel, et qu'il suffit de créer un site web avec quelques fonctionnalités physiques, mais virtuelles, pour pouvoir réussir sa transformation digitale. Pour nous, c'est un petit peu réducteur, et puis surtout, c'est passé à côté de la véritable transformation réelle de notre monde aujourd'hui, c'est le changement de rapport au produit, c'est le client. C'est ce changement de valeur. Voilà. Donc, chers amis, bienvenue dans l'ère de l'expérience client. Cette ère du client roi qui avait d'ailleurs bien été compris par les anciennes traditionnelles, mais qui n'ont pas forcément perçu de manière claire, en tout cas à l'ère de l'e-commerce, ce changement complet de la relation, et notamment avec cette arrivée d'Internet qui a permis d'accéder à la connaissance et donc une capacité d'analyse et donc de jugement qui peut aller au-delà du message marketing, et derrière d'avoir un consommateur surinformé, expert, sur lequel demain c'est un enjeu pour vous de savoir par exemple comment former un vendeur à adresser les besoins d'un consommateur qui soit expert. Donc, et puis aussi, on est dans une économie maintenant mondialisée. Votre client, depuis son canapé, vous met en concurrence avec des acteurs qui sont à l'autre bout du monde, où il peut se procurer des produits qui finalement peuvent être aussi avantageux en termes de prix, toutes choses égales par ailleurs. Voilà. Donc, ce client roi, comment est-ce qu'on peut travailler cette relation, cette nouvelle relation? Pour nous, le point de départ, c'est l'expérience client. Et pour nous, l'expérience client, c'est pas une innovation, c'est un point de satisfaction chez Solus Square, parce que c'est enfin remis au centre, tel que tout à l'heure l'exposé Benoît, cette vision qu'avait Boussico de justement répondre aux besoins d'abord du client. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'aujourd'hui, les marques n'arrivent plus à fidéliser, c'est plutôt l'expérience de consommation qui fidélise véritablement le client. Et donc, pour vous, aujourd'hui, l'objectif, c'est se réapproprier le client au travers de cette expérience, et notamment en changeant aussi un peu la manière de faire du marketing. Aujourd'hui, on ne peut plus partir du produit et adapter son marketing mix pour dire, voici le besoin. Non, il faut mettre de l'émotion, ou plutôt il faut aller chercher l'émotion du client, chercher ce qu'il ressent, et pour ensuite remonter par capillarité vers justement ce produit, et derrière créer un engagement fort avec le client. Et de manière pratique, l'engagement, il n'a pas besoin d'être très compliqué, ça peut être typiquement la possibilité de l'appeler son client juste après son premier achat sur votre plateforme ou dans votre magasin. Ce genre de choses, créer une relation directe. On sent que le client, il est vraiment apprécié à sa juste valeur, ou répondre à un problème. Aujourd'hui, les centres de gestion de la relation client sont en France mettent à peu près 2h30 pour répondre à un besoin, à un problème. Aux US, apparemment, c'est 1h30 et Amazon arriverait à 22 minutes. Voilà. Si vous arrivez à répondre dans le quart d'heure à un problème client, vous créez un engagement total. Vous êtes vraiment dans cette relation directe. Donc, cette expérience client, c'est formidable, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour nous l'inventaire des interactions positives ou négatives avec votre client, et autant d'opportunités par ailleurs de pouvoir le fidéliser. Donc, il faut pouvoir analyser ces différentes interactions et savoir quels sont les moments désagréables, les moments agréables, où sont les freins, les frictions. En anglais, ils aiment bien le terme frictionless pour parler d'expérience client. Et l'attente est un cas particulier qui illustre bien justement ces points de friction. L'attente en caisse, l'attente en ligne face à une page qui met du temps à s'afficher. Voilà. Aujourd'hui, il existe des solutions, des possibilités pour justement annihiler complètement ces moments désagréables qui créent en fait un souvenir négatif, une émotion négative dans le souvenir du client, et vous permettre derrière d'aller chercher un facteur différenciant par rapport à vos concurrents. Deuxième élément pour nous, c'est le contenu. Donc on est dans l'ère de l'Internet avec cette connaissance en permanence. Il faut que vous puissiez apporter
de manière intelligente le bon contenu au client et donc la bonne information. Et pour ça passe bien entendu par la segmentation de votre client, la segmentation de votre message et derrière la segmentation du bon moment de manière discrète si possible, puisque il ne faut pas non plus être trop intrusif dans cette relation avec le client. Enfin, consommer doit devenir un acte récréatif et parce qu'en fait au-delà de l'aspect pratique fluide de l'expérience client, en fait l'attente des clients dans cette expérience de consommation, c'est aussi de passer un bon moment et qui d'ailleurs contribue à garder à ce souvenir si précieux dans le rapport à votre marque et à cette expérience. Et par rapport à ça, ça peut être des choses très simples comme réitérer ce qui se fait en fait d'ailleurs déjà dans le commerce traditionnel, l'achat impulsif, pour le retrouver sur net avec du cross-selling, mais aussi en magasin. Faire du cross-selling grâce à une application vendeur en magasin, ça permet justement d'aller chercher le client et de lui faire découvrir de nouvelles choses. Mais de manière très simple, Carambar le fait depuis 1969. Ils ont, avec leur petite blague, réussi à créer cet aspect récréatif dans l'achat. Voilà, donc l'expérience client, c'est sympathique. C'est formidable, tout le monde en parle. On sent que il y a une vraie dynamique aujourd'hui qui s'est installée et ça paraît assez incontournable. Maintenant, comment est-ce qu'on fait dans l'entreprise pour justement arriver à faire passer le bon message? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'impression qu'on va venir scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et justement, c'est pas ça. C'est complètement autre chose. Et pour nous, ça passe par plusieurs choses. D'abord, l'omnicanal. L'omnicanal, aujourd'hui, c'est devenu pour le client un standard. Alors l'omnicanal, la vision qu'on a de l'omnicanal, c'est les magasins et le web. Mais en fait, c'est pas que ça. C'est le magasin, le web, les produits, la logistique, la communication, tous les moyens de vente en fait que vous allez pouvoir avoir demain doivent faire plus qu'un pour votre client. Deuxièmement, c'est une transformation globale. Pour pouvoir permettre cet omnicanal, il faut derrière que vous puissiez unifier et synchroniser tous vos canaux de vente et de communication. Donc forcément, ça a un impact sur toute l'entreprise, mais c'est pour ça que nous derrière, on parle plus de commerce ou de e-commerce, on parle vraiment de ce commerce digital qui va vous permettre de transformer plus vite et de vendre plus vite. Contrairement à ce que l'on pouvait penser il y a quelques années, et c'était pas il y a si longtemps, le commerce aujourd'hui, en tout cas le magasin physique, n'est pas mort. Enfin, la version traditionnelle, oui, elle n'existera plus demain, puisque aujourd'hui le magasin va devenir connecté. Même les pure players commencent à s'installer sur les réseaux de distribution physique, et on le voit avec Amazon Go qui a fait un magasin complètement connecté. Mais ce magasin, il est connecté. Il n'est pas traditionnel, il est connecté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les magasins physiques actuels ont besoin de cette évolution pour justement répondre aux nouvelles exigences de qualité et de service attendus par vos clients. Voilà. Et puis par ailleurs, aujourd'hui, on se rend compte que il y a une vraie complémentarité online-offline et que cette formidable audience que dont vous bénéficiez sur les sites web, elle doit aller en magasin où le taux de transformation là est nettement plus élevé et vous allez pouvoir justement créer cette relation et cette expérience faite d'émotions. On parle beaucoup derrière d'agilité, d'état d'esprit, de pilotage de cette transformation digitale. En fait, pour nous, c'est surtout d'abord et avant tout un changement d'état d'esprit. Un changement d'état d'esprit pour passer d'un mode en fait product-centric vers customer-centric. Voilà, donc orienté sur le client, sur les besoins du client. Finalement, ça reprend un peu la démarche qu'avait un grand monsieur qui est très connu, Steve Jobs, qui il n'a pas fait des produits pour Apple, il a fait des produits pour le client. Et d'ailleurs, quand il a sorti le premier iPod, il n'a pas dit ceci est un enregistreur. Il a dit ceci est un objet qui vous permet d'avoir 50 000 chansons dans votre poche. Voilà. Donc on voit vraiment la différence entre finalement le romancier, celui qui aime écrire quelque chose pour faire rêver. Et cet état d'esprit, c'est vraiment quelque chose qui doit être incarné par votre direction, qui doit être incarné par les leaders dans l'entreprise, qui doit être intégré par toute l'entreprise pour vraiment passer dans cette transformation digitale. Voilà. Parce que dans transformation digitale, il y a deux mots. Il y a digital, la partie purement informatique entre guillemets, et la fameuse transformation, mais transformation aussi du rapport au client. Voilà. Donc pour nous, ça implique forcément un changement aussi un peu d'organisation, mais pas. On change tout. On change la manière de travailler. La manière de travailler, demain, elle sera itérative. Aujourd'hui, on est très linéaire, en mode projet, avec des
des systèmes de validation assez lourds finalement. Alors qu'à côté, nos concurrents qui viennent nous disrupter ou nous casser les marchés, eux, ils sont dans une espèce d'agilité permanente. On se demande comment ils font pour arriver à tenir un rythme d'innovation aussi incroyable. En fait, c'est parce qu'ils sont déjà dans ce mode d'itération où la prise de risque d'une part est encouragée et d'autre part où il y a la possibilité en permanence de tester et de recommencer. Ils sont dans un acte continu. Ils ne sont pas dans une démarche où la transformation digitale est perçue comme finie. Elle n'est pas finie, la transformation digitale, justement, elle sera permanente. Voilà. Et donc ça nous amène à la partie un peu plus pratique. Non, je voulais pas que tu passes le slide, j'aurais remercié Adrien. C'est sa première conférence, donc voilà, il a préparé son texte, il a appris son texte, il a répété son texte, il y a de jour et nuit depuis quelques jours. Voilà. Moi, ce que je voudrais rajouter sur la transformation digitale, c'est au travers de l'expérience qu'on a chez nos propres clients, c'est comment eux ont abordé cette transformation. Et en fait, on se rend compte que dans l'organisation, la transformation digitale, c'est décidé généralement par un fondateur, par un président, par un board, et c'est mené par un homme. C'est un homme qui est qui a un pied à la direction générale et l'autre pied à la direction des ressources humaines, et qui est là pour regarder dans les équipes toutes les composantes et toutes les compétences pour essayer de prendre justement la compétence humaine de chacun pour réorganiser la société et réorganiser les mentalités de telle façon à ce qu'elles travaillent sur le besoin du client et pas sur le produit directement. Alors, comme disait Adrien, Steve Jobs l'a toujours fait sur tous les produits Apple. En France, on a plutôt la culture de faire du produit, d'essayer de produire le meilleur produit au monde, mais on se pose pas la question de savoir est-ce que ce produit il a réellement un besoin en face pour le client. Et que si on parle vraiment du besoin du client, là, le produit va facilement trouver sa place. En pratique, comme le disait Adrien, un site internet, c'est pas un énième point de vente. C'est un autre canal de distribution, mais au même titre qu'un magasin, au même titre qu'un stand éphémère, c'est une extension à ce qui existe déjà. Si vous avez un réseau de distribution avec, je sais pas, 500 ou 1000 points de vente comme certains de nos clients et que vous vendez sur Internet, vous dites, je vais faire un magasin. Et vous le comparez, vous dites, c'est mon premier magasin voilà, premier magasin du groupe, c'est Internet. C'est une énorme erreur. Aujourd'hui, un site Internet, le but, c'est bien sûr de vendre, mais c'est surtout de faire venir des gens dans votre magasin, dans vos magasins. Le retail aujourd'hui, sur certains secteurs comme le textile par exemple, rencontre des difficultés depuis 2014. Ça va pas aller en s'améliorant puisque le nombre de marques low cost commence à augmenter de façon exponentielle. Vous avez les Turcs qui arrivent sur le marché, les Chinois qui commencent aussi. Donc là, si les producteurs commencent à aller directement sur le marché du retail, ça va devenir très très compliqué pour certains. Quand je regarde moi sur la zone Moyen-Orient, et Afrique du Nord, la majorité des marques, ce sont des marques chinoises et des marques turques. Les marques européennes, qui sont gérées en franchise, sont expulsées carrément par les gens qui gèrent ces franchises, parce que ça les intéresse pas. Ils préfèrent avoir un Waikiki qui arrive et qui va vendre moins cher, donc plus en adéquation avec le besoin de la population, plutôt que des marques qui vont vouloir garder des prix français majorés de X% parce que c'est de l'export. Donc ça, c'est pour ça que c'est très important de se dire, le site internet, il est là pour faire arriver des gens dans vos magasins. Et vice versa, vos magasins, ils ont besoin de faire venir des gens sur internet. Et c'est là où on arrive justement à l'omnicanalité, c'est que l'expérience du client, elle doit se faire directement entre les deux. C'est-à-dire que moi, consommateur, quand je suis sur internet et que je vois un produit, si j'en ai besoin, je veux que le site me dise directement, ce produit, vous pouvez l'acheter à 5 km de chez vous. Parce que si mon besoin est immédiat, je vais plutôt avoir tendance à aller l'acheter directement dans le magasin. Si je passe à côté, je vais aussi aller l'acheter dans le magasin. Par contre, si on me dit qu'il sera livré en 3 à 5 jours, je vais peut-être faire un choix sur une autre marque, parce que je vais l'avoir dans le magasin qui est à côté. Et moi, ça m'arrive sur beaucoup de choses, de regarder sur Internet. Je suis un acheteur compulsif sur Internet, et oui, je vais regarder aujourd'hui.
Bon, je suis pas local de Paris, je suis à Paris 2-3 jours par semaine. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est Amazon Prime. C'est logique. Vous avez besoin d'un produit. Ah oui, je vais le payer 2 ou 3 euros plus cher. Mais franchement, 2 ou 3 euros, c'est quoi? C'est 30 minutes de transport qui vont être économisées. C'est un ticket de métro, etc. Donc ça me pose aucun problème de l'acheter sur Amazon Prime. Par contre, j'habite en province, qui est pas forcément très bien desservie non plus. Donc je suis habitué à attendre 3 ou 4 jours. Mais si on me promet d'avoir un produit à quelques kilomètres de chez moi, comme c'est souvent le cas, j'achète des produits de fitness par exemple, les produits de fitness, ils sont vendus à 2 kilomètres de mes bureaux. Et ils ne proposent pas le retrait en magasin. C'est quand même un petit peu délirant. Ils sont à côté. Maintenant, je suis obligé de me faire livrer et de payer 5,90 € de frais de port, là où je passe devant tous les jours, mais malheureusement, ils ne proposent pas de service. L'omnicanalité, c'est ça, c'est se mettre à la place du client et de se dire, mais de quoi j'ai besoin? Moi, en tant que client, si vous vendez des t-shirts personnalisés, quand je vais décider de faire mon t-shirt personnalisé, c'est parce que je vais en avoir un besoin pour ce week-end. On est vendredi. Donc, si vous proposez une livraison en 3 ou 5 jours, ça va pas. Par contre, si le client, il est à 2 kilomètres d'une franchise, qui fait le t-shirt personnalisé, qui est capable de le faire dans l'après-midi, le client, il va dire, j'en ai besoin, je vais y aller. Il va pas se retourner et aller dans une petite société qui le fait. Et le premier réflexe, c'est l'achat sur Internet. Comme disait Adrien, aujourd'hui les gens, ils font de leur canapé. Vous, le soir quand vous rentrez, vous êtes devant la télé, vous prenez votre téléphone, vous avez besoin de quelque chose, vous allez chercher sur Internet, où est-ce que vous pouvez trouver ce produit? Donc l'omnicanalité, ça commence là. Quand vous êtes dans un magasin, ça vous arrive sûrement de prendre votre téléphone pour comparer les prix. C'est aussi de l'omnicanalité. Tout ça, c'est justement la transformation digitale de l'entreprise. C'est mettez-vous à la place du client directement. Ne pensez plus sur votre organisation, ne pensez plus sur vos produits, mais mettez-vous vraiment à la place du consommateur d'aujourd'hui et ce qu'il cherche. Ce que fait Amazon avec Amazon Prime, nous on le fait sur SoluSquare depuis presque 15 ans. Maintenant, il faut que les clients, il faut que vous, en tant que retailer, en tant que société de distribution ou marque, vous ayez cette démarche de vous dire, je vais y aller. Savoir que c'est pas une problématique d'informatique, tout ça. C'est juste la volonté d'une personne. Typiquement, si vous voulez vendre des produits et livrer sous 1 heure, c'est pas très compliqué. Il vous faut juste un coursier. Il vous faut une logistique qui soit évidemment locale. Et puis derrière, l'informatique, elle est là pour vous accompagner. C'est qu'une solution. C'est pas un problème. Donc c'est pour ça la dernière question. Voilà, c'est pourquoi choisir sur Internet certains produits et les magasins pour d'autres. Aujourd'hui, que vous soyez en magasin ou chez vous, de toute façon, vous allez acheter le produit. L'important, c'est que ce soit acheté chez vous, pas chez le voisin. Donc c'est ce que je disais, faire venir vraiment les gens dans le magasin, c'est offrir tout ce qu'on fait aujourd'hui de façon très classique, la livraison en magasin. Ça, c'est 13% de vente supplémentaire pour un point de vente à partir du moment où vous faites livrer en magasin. Généralement, les caisses, elles sont pas situées à l'entrée du magasin, elles sont situées au fond du magasin. C'est simplement que quand vous allez retirer vos produits, vous allez pouvoir passer sur les zones où vous allez présenter les accessoires, présenter des produits à valeur ajoutée, à forte marge, et donc faire de la vente complémentaire. Nous, on a pu le mesurer, chez une moyenne de 5 clients, c'était 13% de vente supplémentaire. Donc ça reste quand même assez important. La e-réservation, ça peut sembler complexe à mettre en œuvre, puisqu'évidemment ça nécessite d'avoir le stock magasin en temps réel. Ça nécessite d'avoir des équipes assez réactives. Nous, la façon qu'on a de le concevoir dans la solution, on l'a conçu de façon vraiment digitale, omnicanale et humaine. De la e-réservation, c'est je suis sur Internet, le produit m'intéresse, il est disponible dans le magasin, donc je vais le réserver pour aller le chercher dans le magasin, avec ou sans paiement, en avance. Sauf qu'à partir du moment où j'ai cliqué, que j'ai validé que j'allais l'acheter dans le magasin, il faut que j'aille dans le magasin le retirer, mais il faut d'abord que le magasin il aille l'enlever du rayon, pour éviter qu'il y ait une rupture.
Donc ça, il va falloir prévenir le magasin. Mais si vous envoyez un email au magasin pour lui dire faut enlever le produit du rayon, il va peut-être le lire 3 heures après, c'est trop tard. Donc ça veut dire qu'il va falloir de l'interactivité. Donc nous, on met en place des tablettes ou des notifications sur les caisses. Puis si au bout de 30 minutes le magasin il n'a pas réagi, il n'a pas validé le prélèvement du produit, on va lui envoyer un SMS. Et puis si au bout de 45 minutes il n'a toujours pas réagi, à ce moment-là, nous on a des opératrices qui vont appeler le client et vont appeler le magasin pour leur dire vous avez une réservation, retirez le produit pour le mettre de côté pour que le client puisse venir le chercher. Et une fois que c'est confirmé, on va prévenir le client que c'est disponible, le produit il est prêt, il l'attend dans le magasin. On a confirmé au client par SMS qu'il pouvait venir chercher son produit. Et puis après, qu'est-ce qui se passe si le produit il est plus disponible? Ça peut arriver, les ruptures, malheureusement, ça arrive toujours. C'est là où justement la transformation digitale de l'entreprise, on doit être au niveau du client. Et là, le client, on va pas le laisser en lui disant non, le produit il est plus disponible. Il y a d'autres moyens. Le produit, on peut très bien lui livrer. On peut lui mettre à disposition ultérieurement, le lendemain, le surlendemain, quand on fait le réassort du magasin. S'il l'a payé par avance, on peut déjà lui proposer de le rembourser. On peut lui proposer un produit équivalent. C'est une dimension humaine qui est très coûteuse, mais par contre en satisfaction client, qui va vous rapporter des commandes supplémentaires et des ventes supplémentaires. Un client satisfait, il va réacheter de toute façon. Un client qui n'est pas satisfait, vous l'avez perdu et vous en avez perdu d'autres en même temps parce qu'il va le dire. Tout ce qui est échange et retour en magasin, c'est pareil. Vos magasins, ils sont connectés, ils ont une connexion Internet. Nous, on met à disposition un back-office de gestion commerciale, c'est un ERP. Vous pouvez faire les retours, vous pouvez faire les échanges, vous pouvez tout faire directement dedans. Donc, vos vendeuses, quand elles sont dans les magasins, il ne faut pas, face aux clients, qui disent non, vous l'avez acheté sur Internet. Il faut voir avec le service Internet. Ça, c'est plus acceptable aujourd'hui parce que votre client, lui, il achète un produit de votre marque. Il achète chez vous, que ce soit sur Internet ou... Si vous avez déjà vécu cette expérience à titre personnel, vous comprendrez que c'est plus envisageable au jour d'aujourd'hui dans le monde du retail. Les bons d'achat mixtes aussi, c'est quelque chose qui est important. Vous faites une promo, faites-la même sur Internet et sur un magasin. Surtout si vous faites une promo en magasin, vous devez la faire sur Internet. Parce que sur le magasin, vous avez des chalands qui passent la nuit. S'ils voient moins 50% sur tout le magasin et qu'il est 23 heures, le magasin il est fermé, pas le site Internet. S'ils vont sur le site Internet et qu'ils n'ont pas la même promo, ils vont pas forcément revenir le lendemain dans le magasin, alors qu'ils auraient peut-être pu l'acheter sur Internet. Tout ça, ça doit concourir vraiment à faire de votre marque quelque chose qui fonctionne 24 heures sur 24 et pas uniquement 10 heures dans la journée. Les promotions croisées, vous pouvez très bien inventer des opérations commerciales qui vont faire venir les gens dans vos magasins et vice versa, du magasin vers Internet, pour montrer cette omnicanalité. Et la géolocalisation, j'en parlerai, c'est au niveau de tout ce qui peut se faire sur l'identification du client lui-même. Aujourd'hui, le client, quand c'est en magasin, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être. Sur Internet, c'est juste un login et un mot de passe. Au travers des outils de géolocalisation, on peut avoir la possibilité d'adresser des clients de façon très spécifique et justement d'aller dans le data lake, dans les données de demain et dans toute la compréhension qu'on peut avoir de l'interaction entre l'Internet, le magasin et le client. Je reviendrai dessus. Je dis adressez-vous au cerveau primitif sans signal négatif. Le cerveau primitif, c'est quand vous dites quelque chose à quelqu'un et que vous utilisez certains mots, vous allez créer un réflexe primitif qui est le réflexe du danger. Je sais pas si vous avez déjà vu un chat face à un concombre, ça saute en l'air parce que le chat, historiquement, son plus gros ennemi, c'est le serpent. Et le concombre, pour lui, c'est dans son cerveau depuis des millénaires. Un concombre, c'est un serpent. Bon, faut pas me demander pourquoi, mais la réaction, elle est systématique. Pour les clients, c'est pareil. Il faut leur donner un message lisse. Et sur Internet, le jour où la vendeuse dit non, vous l'avez acheté sur Internet, je peux pas vous l'échanger en magasin. Là, vous avez perdu le client. Lui, il peut pas comprendre ce genre de choses. C'est le cerveau primitif qui va prendre et son réflexe, ça va être de dire non, je peux pas revenir. Je suis pas compris.
Voilà, agissez et réagissez pour le bénéfice de vos clients. Dans la dimension humaine de la transformation digitale, c'est quelque chose où j'insiste vraiment. Il faut créer de la communication avec le client. C'est plus un login et un mot de passe. Donc il y a un moment où il va falloir, comme le disait Adrien, contacter le client. Vous avez un site qui fait ça parfaitement. Je ne sais pas si vous connaissez OneDirect. OneDirect, ils vendent des produits pour les professionnels. C'est tout ce qui est téléphone VoIP, tout ce qui est relatif à la communication. Et ils ont un des meilleurs services clients pour moi qui existe en France. Quand vous achetez chez OneDirect, systématiquement, après votre premier achat, il y a quelqu'un qui vous appelle pour vérifier avec vous que les produits que vous avez commandés vont bien correspondre à votre besoin. Que ce soit une commande de 50 euros, de 500 euros, de 1000 euros, c'est pareil. Et ça, ils vont pas le faire la première fois, ils vont le faire les 3, 4, 5 premières fois. Quand vous avez un problème, et j'en ai eu un puisque j'ai un téléphone VoIP qui est tombé en panne. Donc hier, j'ai appelé OneDirect et la première chose, c'est voilà, je leur ai expliqué mon problème sans donner mon nom. Ouais, parce que moi, le numéro de téléphone du standard qui est sortant, ils le connaissent, ils l'ont enregistré, ils l'ont mémorisé. Et donc, ils savaient que c'était SoluSquare qui appelait. Ils avaient déjà les commandes sous les yeux. Ils savaient exactement quel type de téléphone j'avais. Et donc, ils m'ont demandé juste si c'était un Cisco 504 ou un 525. Point. Le bon de retour est arrivé 1 heure après. C'est simple. C'est la façon de communiquer, elle devient tout de suite beaucoup plus simple. Et dès que vous créez une proximité comme ça avec le client, même si vous travaillez par Internet, même si vous travaillez à distance, cette proximité fait que le client, il devient fidèle. C'est pas forcément d'avoir le bon produit qui va compter, c'est d'avoir le bon service et le temps que vous allez faire gagner à vos clients. On est sur une économie en France où le temps, c'est de l'argent. Si vous allez sur des pays du Maghreb, c'est tout le contraire. Là-bas, ils ont tout le temps. Donc, c'est pas grave s'il faut 1 heure, 2 heures, 3 heures pour quelque chose qui prendrait 5 minutes chez nous. Mais chez nous, c'est impossible de concevoir d'attendre 3 jours pour avoir certaines informations ou quelqu'un au téléphone. Le client, il est là par tirer son produit dans les réservations ou en extension de gamme, etc. Il n'est pas venu essayer son produit. Aujourd'hui, on laisse. Et puis au bout de 2-3 jours, on va envoyer un email au client en lui disant on a remis votre produit dans le stock. Et puis là, je me flingue, parce que la vente, elle est perdue. Et pourquoi elle est perdue? Parce que personne n'a pris son téléphone pour appeler le client, pour lui demander s'il voulait qu'on lui expédie le produit, voire lui faire une vente à distance. Vous savez, aujourd'hui, nous, on envoie des SMS, le client clique dessus, il paye sa commande. Ouais. Donc, c'est quelque chose de relativement simple. Technologiquement, ça pose aucun problème, mais il faut penser à le faire. Et je le redis, prendre son téléphone pour appeler, c'est quelque chose qui va vous ramener des ventes. Aujourd'hui, en moyenne, un appel téléphonique, un appel sortant, ça coûte 4 euros. Quasiment le même prix qu'un appel entrant, en coût de traitement. Un mail, quand vous le traitez au service client, ça vous coûte 4 euros. Mais qu'est-ce que c'est que 4 euros par rapport à 10 commandes? C'est pas grand-chose. Dépenser ces 4 euros. C'est comme d'envoyer du SMS. Quand vous voyez la façon qu'ont certains sites de communiquer où ils envoient un SMS à la confirmation de votre commande, un SMS quand le produit il est remis au transporteur, un SMS quand le transporteur a indiqué qu'il était à proximité de chez vous. C'est peut-être 3 ou 4 SMS, mais un SMS, ça coûte pas grand-chose aujourd'hui. Ça va vous coûter quelques dizaines de centimes d'envoyer tous ces SMS. Sauf que le client, quand il passe sa commande sur son mobile, il n'a pas forcément envie d'aller voir ses mails. Ça peut être simple, mais il n'a pas forcément son mail professionnel sur son iPhone, par exemple, alors qu'il utilise son mail professionnel. Par contre, il sera très content de recevoir le SMS lui confirmant que sa commande a été prise en compte. Surtout s'il est dans le métro et surtout que si le téléphone, il y a une coupure Internet. Mais un SMS, ça va toujours passer. Et le SMS qui va être directement avec le nom de votre société dessus, ça rassure aussi. C'est tout le phénomène de réassurance et de qualité qui va rentrer en ligne de compte.
Voilà, donc c'est toute cette composante qu'il va falloir prendre en compte. Dans l'expérience du consommateur, voilà, je l'ai déjà dit, il faut proposer aussi de nouvelles expériences, simplifier la vie du consommateur et lui fournir une satisfaction intégrale. Ça sert à rien d'avoir des sites internet compliqués. Vous allez avoir 50 étapes dans votre tunnel. Faites simple. Aujourd'hui, Amazon propose du one-click. Le one-click, c'est un truc qui est hyper simple. Nous, quand on le proposait en 2005, on nous disait vous êtes fous, ça marchera jamais. Ben, figurez-vous qu'aujourd'hui, Amazon le fait, mais en France, il y en a très peu de sites qui le font. Et tout le monde se dit ah mais non, mais c'est compliqué parce qu'en France, on n'a pas le droit de stocker les cartes bancaires. Amazon, il stocke les cartes bancaires, etc. C'est faux. C'est qu'un problématique de banque. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de s'adresser à des banques et des systèmes de paiement, Ogone, etc. C'est eux qui stockent, c'est pas vous. Eux, ils sont PCI DSS, il n'y a pas de problème de sécurité. Vous avez juste une transaction, un code qui vous permet d'identifier le client chez eux. Ça bascule chez eux, c'est validé, boum. C'est très très simple à faire. Mais il faut y aller. Il faut pas se poser. C'est pas un problème technique. C'est juste de la volonté. Un point qui est important, c'est redonner son rôle à la force de vente. Ça, c'est une problématique qu'on aborde, nous, depuis 2 ans sur la plateforme. Comme disait Adrien, on est une solution omnicanal. Solution omnicanal, ça veut dire que la base du système, c'est un ERP, c'est une gestion commerciale qui est temps réel, qui est interfaçable avec quasiment tout. Aujourd'hui, on s'interface avec de l'Axapta, du SAP, du JD Edwards, United Retail, du Storeland. On a quasiment tous les systèmes. Mais par contre, dans le magasin, il y a toujours le problème, c'est j'ai toujours des vendeuses, 1, 2 caisses, et puis des produits. Les vendeuses, elles encaissent et mettent des produits, elles remettent des produits sur le stock, mais en fait, elles vendent pas. Quand vous êtes derrière la caisse, c'est pas une vente que vous réalisez, c'est un encaissement. Et nous, on voudrait redonner son rôle à la vendeuse. Et pour redonner son rôle à la vendeuse, on pense qu'il faut faire carrément disparaître la caisse telle qu'elle existe aujourd'hui. Pour moi, la caisse aujourd'hui, c'est simplement, comme vous voyez, un petit appareil qui comprend un lecteur de carte, une petite imprimante, un lecteur de code barre. Et puis la vendeuse, elle va faire la vente intégrale. Vous êtes déjà rentré dans un Apple Store. À l'Apple Store, c'est exactement le modèle qu'ils ont. Ils ont travaillé avec Ingenico pour développer des terminaux ISMP. C'est simplement d'un côté, vous avez un iPod, de l'autre côté, vous avez un terminal de paiement avec lecteur de carte. Vous avez un lecteur de code barre et ils font la transaction directement sur le système. Donc l'iPod pour le système de gestion. Derrière, il retourne pour le paiement, payé par carte, et votre ticket, il va sortir à gauche, à droite, sous les bureaux. Ça fait quand même 3-4 ans qu'ils font ça. Aujourd'hui, est-ce que vous sauriez me citer la seule autre enseigne qui fait ça en France? Il n'y en a qu'une, c'est Etam. Pour la lingerie. Etam, pardon, pour la lingerie. Nous, c'est quelque chose qui est en standard, qui est déjà déployable. Et la seule différence, c'est que nous, le ticket de caisse, on n'a pas voulu le mettre sous la table, on l'a mis directement dans l'appareil. Voilà. Quand vous avez pris conscience que la vendeuse, en fait, elle était là pour vendre les produits, elle va accompagner les clients, faire un maximum la vente elle-même. Et puis derrière, quand vous allez être sur une problématique de solde, par exemple, vous n'avez plus de problème de caisse. C'est juste un problème humain. C'est-à-dire que vous allez muscler votre magasin en ressources, en vendeuse, parce que chacune pourra faire une transaction de A à Z. Et le plus gros point de friction dans un magasin, aujourd'hui, c'est la caisse. Il y a des magasins où vous n'allez pas, parce que vous savez que vous allez attendre une plombe en caisse. Là, la caisse, c'est directement les vendeuses. Donc, vous voyez directement, vous avez le produit, elle a 3 scans à faire, un encaissement carte, c'est terminé. Demain, vous procédera directement avec le téléphone, vous faites du NFC, etc. Nous, les terminaux, ils sont déjà équipés pour faire de l'Apple Pay ou du paiement sans contact.
Vous allez pouvoir aussi augmenter votre surface de vente. On a sorti, nous, en 2012, une tablette qu'on appelle l'extension de gamme. C'était issu d'un besoin d'un client qui avait une grande collection, mais des petits magasins et qui perdait beaucoup de ventes parce que il pouvait pas proposer tous les produits. Donc on a conçu une application extension de gamme sur tablette. Donc il y a quand même quelques années, il y a 5 ans, et le but c'était de dire on va présenter tous les produits disponibles dans la collection et proposer aux clients de les choisir directement sur la tablette en taille et en couleur. Et les produits, ils vont arriver par le canal internet comme si c'était une vente classique. Ils vont juste être arrivés en réassort dans le magasin 2 jours après, identifiés pour le client. Dès que le magasin scanne, flash la réception de ces produits, il y a un SMS qui part au client pour lui dire vous pouvez venir essayer vos produits. Là, la cliente, généralement c'est des clientes, vient essayer le produit, l'achète pas. Mais on a créé une nouvelle expérience, c'est que sur des magasins qui faisaient 40 mètres carrés, ils tombaient sur des chiffres d'affaires de magasins de 70-80 mètres carrés. On pouvait doubler quasiment le chiffre d'affaires avec ça. Quand je dis doubler, aujourd'hui, 5 ans après, chez ce client-là, ça représente 50% de ses ventes. Donc on pourrait dire avec ça, on peut doubler les ventes. Mais on a les chiffres, on l'a vu concrètement. On a la hausse des ventes sur Internet, on a la hausse des ventes en magasin et on a la hausse des ventes sur l'extension de gamme. Et ça crée de l'expérience. Le client, quand il vous voit sortir une tablette, il vous montrer des produits, un truc qui est tactile, tout de suite, vous créez un point de contact et le client va peut-être faire la démarche même après d'aller acheter sur Internet. Ça va être une vente complémentaire. Créer de la proximité, de l'interaction. Alors, utiliser les beacons, c'est un gros mot. Ça, c'est un petit truc qui est assez sympa. Aujourd'hui, votre téléphone, généralement, à la maison, vous êtes connecté en Wi-Fi. Et puis, vous laissez le Wi-Fi branché toute la journée. Il faut savoir que chez Cisco et d'autres fabricants, ils installent des routeurs Wi-Fi dans les magasins. Et ces routeurs Wi-Fi, ils font un truc magique, c'est qu'ils récupèrent votre identifiant de téléphone. C'est simplement l'adresse MAC du téléphone. Pour les techniciens, c'est la couche 2 de l'ISO. Ils vont récupérer l'identifiant unique de l'appareil. Et puis, ils vont le stocker. Et puis, si vous avez l'application de l'enseigne dans laquelle vous êtes rentré, par l'application, ils vont récupérer la même information. Donc, ils vont faire le lien entre vous et votre présence dans le magasin. Sauf qu'ils sont malins, ils en mettent aussi à l'extérieur du magasin. Donc, quand vous passez devant, ils sont capables de voir que vous êtes passé devant le magasin sans être rentré. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Vous envoyez une notification, vous envoyez un SMS, vous envoyez une promo. C'est légal. Ils ont le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de vous envoyer de SMS aujourd'hui ni de notification sans vous prévenir par avance. Mais ça, il suffit simplement de l'accepter dans les conditions générales de 300 pages. Généralement, c'est toujours marqué. Ça, vous avez une société qui s'appelle FeedsUp qui exploite ces technologies aujourd'hui en France, mais il y en a plein d'autres qui sont en train d'arriver. Il va falloir arriver dessus un jour ou un autre, parce que aujourd'hui c'est limité sur ces identifiants Wi-Fi des téléphones. Un téléphone, vous le gardez 18 mois en moyenne, mais par contre demain ils vont pouvoir récupérer aussi les numéros d'IMEI des téléphones. Comme ça, si vous n'avez pas le Wi-Fi, ce sera le numéro d'IMEI. Il y a des sociétés qui font les publicités sur le mobile, récupèrent cette information aussi. Donc ils sont capables de faire le lien entre le téléphone, les habitudes de consommation et les passages dans le monde physique des personnes. Il va falloir demain que vous le mettiez. Cisco sont capables de vous donner une carte de votre magasin pour vous donner les zones chaudes et les zones froides et vous dire le parcours des gens dans votre magasin. Ils ont poussé très très loin ces technologies. Et ils le commercialisent de façon un peu séparée d'ailleurs de leurs activités de matériel. Voilà, c'est votre magasin que vous transformez en magasin de demain. Alors, il y a plein de choses dans le magasin que vous pouvez faire au jour d'aujourd'hui. Une fois que vous avez mêlé l'informatique, Internet, le e-commerce et le magasin,
les scanettes que vous retrouvez chez Casino, chez Leclerc et dans toutes les grandes surfaces pour faire directement vos scans. Vous pouvez presque le faire avec un téléphone aujourd'hui. Donc, quand le client arrive en caisse, s'il a téléchargé votre application, qu'il a scanné ses produits, prenez son téléphone, vous le scannez vous-même et puis vous le faites payer. Il n'a plus besoin forcément de déballer tous les produits parce que c'est un client dont vous connaîtrez le nom, le prénom, que vous l'aurez enregistré, vous aurez toutes les informations. Il n'y a pas de raison de présumer qu'il va vous voler à partir du moment où vous connaissez son identité. La connaissance unifiée du client, bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que sinon on va faire très long. Donc ça reste aussi tous les référentiels uniques que vous pouvez avoir. Moi, je dis toujours, il faut avoir un middle office pacificateur pour toutes les données. Vous allez pas pouvoir avoir un système de gestion interne qui va gérer toutes les données, parce que des données, il en arrive de partout et tout le temps, et souvent des nouvelles. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir redonner ces informations un petit peu partout, à partir d'un middle office qui va prendre les données, qui va les agréger, qui va les traiter, les pré-traiter, et qui va les mettre à disposition de n'importe quel monde. Quand vous avez un coupon de réduction qui doit être utilisé en magasin et sur Internet, si vous avez un middle office qui vous gère de plateforme à haute disponibilité, qui va vous permettre de brûler le coupon de réduction une fois qu'il est utilisé dans l'un des deux, vous n'avez pas de problème de double usage. Les problèmes de fidélité client aussi, si vous les avez dans votre système central, c'est bien, mais c'est pas dans le système central qui doit être, ça va être dans un middle office, parce qu'il va servir pour de la vente par téléphone, pour de la vente en magasin, pour de la vente sur Internet. Voilà, donc les briques qu'on rajoute systématiquement sur ce système d'information, c'est quelque chose qui est à éviter là-dessus, parce que plus on empile de briques, plus on augmente les coûts. On a l'impression de payer moins cher quelque chose, mais en fait non, vous rajoutez. Faut pas oublier que dans le commerce électronique, ceux qui gagnent de l'argent, ce sont les prestataires, c'est rarement les marchands. Et là, il faut revenir sur une économie normale où vous utilisez des briques qui sont essentielles et qui vont vous permettre de faire les ventes. Et après, ce qui n'existe pas dans votre système, la première question à se poser, à poser déjà aux prestataires, c'est est-ce que vous le faites? Parce que souvent, nous les clients ne nous posent pas la question, ils nous disent ah tiens, je vais travailler avec X, Y ou Z, ou par exemple pour faire à des fiches personnalisées magasin avec le store locator. Sauf que c'est du standard, donc ça coûte rien. Il suffit simplement d'activer la fonctionnalité. Un client à 360 degrés, voilà, donc collecter des données par n'importe quoi, pas sur n'importe qui et pas à n'importe quel moment. Il faut respecter les législations. En mai 2018, ça va devenir très compliqué. L'Europe a une directive qui va être mise en place. Vous n'allez plus pouvoir faire ce que vous voulez. Surtout, vous allez devoir tenir des registres de données, etc. Donc, si vos données sont stockées en France, vous êtes à moitié sauvé. Si vous avez des gens qui sont là pour gérer ces données, vous êtes encore à moitié sauvé. Mais c'est de l'administratif et c'est beaucoup d'administratif qui a été rajouté. Il faut penser personnalisation et pas profiling. Dans la nouvelle loi, le profiling est interdit. Il faut le consentement explicite de la personne de qui vous collectez les données pour faire du profiling. Donc, commencez à faire de la personnalisation dès aujourd'hui. Ce sera beaucoup plus efficace et puis vous serez déjà en avance par rapport aux autres. Voilà. Et pour terminer, la transformation digitale chez nous, c'est cette chaîne, c'est faire, tester, échouer, refaire, retenter, réussir, déployer et puis recommencer. La transformation digitale, c'est pas quelque chose qu'on commence et qu'on arrête. C'est quelque chose qu'on commence mais qui ne s'arrêtera plus. Transformer digitalement son entreprise, c'est la mettre dans un état de veille permanente pour qu'elle se transforme et qu'elle reste toujours au goût du jour. En faisant cette itération, vous allez pouvoir proposer le bon produit au bon client au bon moment, mais dans le temps, pas une fois. Et en France, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, c'est échouer, mais c'est très bon d'échouer parce qu'on apprend. Et ce qui va marcher chez l'un ne va pas forcément marcher les autres. Donc si quelqu'un vous dit ah tiens, moi j'ai fait ça chez moi, ça marche super bien, vous le faites chez vous, ça marche mal, c'est bien, vous le savez. Si vous l'aviez pas fait, vous ne l'auriez pas su.
Donc vous allez refaire, retenter et retester. Vous avez des sociétés qui ont construit leur succès là-dessus, c'est comme de la B-testing, etc. Vous voyez si ça marche ou si ça marche pas. Mais si ça marche pas, c'est pas grave, au contraire, c'est de l'expérience. Et vous allez pouvoir recommencer. Et nous, les clients, généralement, dans notre méthode d'organisation, on utilise la méthode agile. On a des cycles de 3 semaines. Quand on termine un cycle de 3 semaines, on fait la revue de ce qui s'est passé sur le cycle. Et puis, on reprogramme certaines choses pour dire, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an, on va recommencer cette fonctionnalité, ce cycle-là, au bénéfice du client et au bénéfice du consommateur. Voilà. Il vous reste 10 secondes si vous avez des questions. On peut en prendre une et après je propose aux personnes qui ont des questions de venir directement vous trouver. Moi j'ai une question. En fait, là vous avez montré tout ce qui se passe, si tout va bien. Oui. Ouais. Que se passe-t-il si à un moment il y a un problème sur l'identité du client? Vu que tout communique, comment vous revenez en arrière? Alors, sur le stockage de la carte bancaire Alors, le stockage de la carte bancaire, il est illégal en France. De toute façon, vous n'avez pas le droit, à partir du moment où vous avez une activité sur le territoire, de stocker le numéro de la carte bancaire. Les seuls qui peuvent le faire, c'est ceux qui sont PCI DSS, donc c'est les agrégateurs de paiement aujourd'hui et les banques. Vous pouvez avoir votre site qui est PCI DSS. Ça va vous coûter une blinde pour pas grand-chose. Alors après, sur le stockage des données personnelles, là, je vais vous faire une réponse qui sera valable à partir de mai 2018. Vous avez déjà la CNIL qui a commencé sur l'anonymisation des données. Il faut savoir qu'à partir de l'année prochaine, n'importe quel client pourra vous demander de supprimer l'intégralité de ces données. Ça, c'est la loi. Il pourra aussi vous demander d'exporter ces données dans un format réutilisable. C'est aussi la loi. Donc, quand il y a une problématique, il faut d'ores et déjà prévoir. Nous, dans le système, c'est simple. Le client de nos clients qui demande à ce qu'on supprime ces informations, puisque c'est souvent cette problématique-là, c'est simple. On coche le client. Et puis, le lendemain, le client, il s'appelle Robert Dupont, et puis c'est XXX son email. Mais justement, c'est assez compliqué. Enfin, parce que moi, j'ai un cas précis, je viendrai vous voir après, parce que c'est le cas impossible. Ouais. Mais quand on est dans la mauvaise case, il est impossible de... Ouais. On en parlera après. C'est pas du tout Alors. prévu quand on va sur un site. Aujourd'hui, non. On n'a pas la solution. Non, aujourd'hui, non, parce que les clients ont encore du mal à... C'est un petit peu comme le retour, les demandes de retour en ligne et les demandes d'échange en ligne. Aujourd'hui, dans la législation, quand vous n'êtes pas satisfait de votre produit, vous avez 15 jours pour le retourner, mais à part Amazon, parce qu'ils ont industrialisé ça, vous n'avez pas la possibilité en ligne de dire je prends mon produit puis je le retourne. C'est qu'un problème. Non, en fait, c'est pas du tout ce problème-là. Enfin, je ouais. Alors après, ça peut être un problème informatique. Non, oui, voilà, c'est quand une personne fait un achat sur Internet avec une identité et une personne va en boutique, donne le nom de cette personne et se retrouve à payer avec toutes les informations de la personne qui a laissé tout sur Internet. Oui, mais ça veut dire qu'il y a une problématique entre les coordonnées de facturation et les coordonnées de livraison. Avec une livraison, la personne en magasin peut arriver et tout changer sur une personne qui ne... Alors, nous, les magasins ne peuvent pas changer les données, de toute façon. C'est dans une très grosse enseigne qui est censée être la pro de la confiance client. Donc, ouais, on en parlera après. Ouais. Je sais qui c'est, je pense savoir qui c'est. Très bien, messieurs. Merci beaucoup pour cette intervention. On peut les applaudir. Du coup, vous avez un déjeuner qui me semble qui est à l'étage, et puis on va reprendre à 14h avec d'autres conférences. On va attaquer avec le référencement sur Google, et puis explorer d'autres thématiques autour du e-commerce. Alors je vous dis à cet après-midi.